Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Canacé, édition Couscous Piri-Piri. Bienvenue en ce dimanche 27 mai 2018. On enregistre en cette journée historique. L'Impact a encore perdu. L'histoire continue à s'écrire dans les annales du bleu-blanc-noir. Sofiane avec vous et comme d'habitude Nilton George. Salut Nilton. Comment ça va ça? Ça va bien mon ami, ça va la routine mieux que certains. Ben ouais. Mieux que certains techniciens, que certains directeurs sportifs, que certains joueurs. Un jour, ça va aller mieux. Un jour, on sait jamais. Hein. C'est toujours comme ça dans la vie. Un jour, ça va s'arrêter et ça va aller mieux. Exactement. Quand on le sait pas. On sait pas. Ça peut s'empirer encore un peu, mais éventuellement, ça va aller mieux. Exactement. Mais... je suis rendu jovialiste. Là. Ouais. C'est terrible. Là. Quand c'est moi qui est jovialiste, là. C'est que ça va mal. Ça va tellement mal que on commence à en rire un peu. Mais on a le choix. Soit c'est l'éternel recommencement ou la continuité. On choisit notre style. Donc bienvenue tout le monde qui nous écoute. Merci de nous écouter sur notre plateforme balado-diffusion. Évidemment, faites le mot-clé Cannes Football Club Plus dans les applications podcast. Apple Podcast, Stitcher, Pocket Cast, votre application préférée, évidemment, nos pages Facebook Cannes Football Club et Twitter @CannesFootClub. Donc voilà, on va retourner sur la défaite 2-0 de l'Impact de Montréal face au Minnesota United FC samedi soir. Les deux buts marqués par Minnesota, courtoisés de Christian Ramirez sur une passe d'Ebson et Miguel Ibarra. Les buts marqués respectivement à la 52e et à la 58e. Donc voilà. Puis merci aussi, une petite note aussi, merci à tous ceux qui sont joints à nous au Bar Saint-Édouard pour voir la finale épique de Ligue des Champions entre le Real Madrid. C'était pas mal. Grosse victoire du Real 2-0. 3-1, pardon. 2-0, c'était Minnesota, 3-1 du Real face à Liverpool. Et puis voilà, si on se disait que Bush c'était pas bon depuis 2 ans, je pense que là... C'est fini, on a plus le droit. Mais c'est triste hein, de le voir aller. Je pense que c'est ce matin que le gardien de Liverpool a retweeté là, encore sa peine. C'est pas facile, hein? C'est des moments tellement intenses, puis quand tu dois supporter l'odieux, oui. Tout le poids d'une défaite, là, c'est triste. Là. C'est sûr que nous, on rigole, là, ça fait des beaux tweets, on a du plaisir à voir quelqu'un tomber, Tout mais c'est triste de voir aller athlète comme ça là, dans un trou noir, là, en espérant que ce sera pas dramatique pour sa carrière. Là. Il y a des joueurs qui s'en sortent pas. Hein. Il y a des joueurs, ça peut tuer complètement leur carrière. Là. Non, c'est vrai. Puis Loris Karius n'était pas nécessairement un grand gardien. Il était plus ou moins assez jeune en termes d'expérience. Puis Liverpool, on savait qu'ils allaient chercher un gardien de haut niveau cet été. Au moins, ils allaient essayer. Entre Mignolet et Karius, c'était pas nécessairement... c'est pas nécessairement l'amour, mais bon, on verra ce qu'ils vont faire. Mais dommage pour lui, mais au moins, c'était clair et net. On sait pourquoi ils ont perdu. Il y a pas de doute. Et là, ce dimanche, au moins, la bonne nouvelle de ce dimanche pour faire une transition. Pour compléter cette parenthèse Ligue des Champions, c'est que probablement Mo Salah, là, on commence à entendre que c'est pas définitif là, son statut là, de blessé pour la Coupe du Monde. Là, on sait toujours pas c'est quoi la gravité. Mais ça fait peur quand même. Séparation, ben oui, c'est sûr que... Ça fait peur. T'as ton meilleur joueur, puis le fait qu'il soit pas à 100% à la Coupe du Monde, tu sais déjà que tu auras du mal. Je sais pas, c'est Cristiano Ronaldo. Si on parle de l'Égypte. Regarde le Portugal en 2014 au Brésil. Cristiano Ronaldo venait à peine récupérer des blessures, puis il était pas top. Là. Il était pas top. Portugal était éliminé dans un groupe, le groupe de la mort évidemment. États-Unis, Ghana, Allemagne et Portugal.
Mais voilà, déjà Ronaldo était pas top, le reste, c'est... En tout cas, disons l'Égypte a plus d'excuses que le Portugal. Hein? Mais là, de toute façon, parlant du Portugais, il s'est magasiné une équipe à la fin du match. Ah ouais, parce que en juillet, il arrive là. Saputo, il vient. En espérant qu'il soit dans le profil de Rémi Garde. En espérant. L'Impact a tellement bien géré Drogba. Mais, honnêtement, je blague, mais à 90%, Drogba a bien été géré. C'est le 10% de l'inconnu. De toute façon, c'est c'est fini. Là, on passe à l'avenir, on va avoir d'autres problèmes. Là. Voilà, on revient au match. L'Impact a perdu 2-0 comme Minnesota. L'Impact est 10e de la conférence de l'Est, ex-aequo avec DC United. Et oui, DC, c'est aussi mauvais que l'Impact, mais ils s'encaissent beaucoup moins de buts. L'Impact est que moyen de 0,69 points par match. 3 victoires, 10 défaites, 14 buts pour et 29 buts contre, avec un différentiel de moins 15. L'Impact est l'équipe qui concède le plus de buts après les Whitecaps, qui sont quand même sixième dans l'Est. C'est vraiment la défensive le problème dans ce Non, je pense pas. Je pense qu'on a trop focus sur ça, mais je suis d'accord avec toi, Nilton. Mais encore une fois, on peut juste se rouler l'équipe de février et mars, puis on a une émission. C'est déjà fait. On répète, il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de milieu offensif, il n'y a pas d'ailier. Patati, patata, le plus s'en va. On s'en est parlé à peine là, avant l'enregistrement. Mais le match de Minnesota, il n'est pas si dramatique que ça. Là. Non, justement, puis je m'en rappelle par cœur les questions qu'on nous a posées. Mais oui, moi, honnêtement, je voyais le match, je dis, pendant 60 minutes, 65, je dis, c'était pas mal. Il y avait de l'engagement, l'Impact était conquérant. Minnesota, je pense pas que Minnesota avait décidé d'être défensif de façon volontaire. Tyder jouait haut, Piatti, Mancosu courait, Edwards était engagé. Piet faisait des passes vers l'avant intéressantes, donc on voyait un sort de pressing, ça jouait un peu plus haut. Duval se sont créés des occasions, il y a eu les poteaux, des tirs ratés. Exactement. Il manquait juste la dernière action, puis cette équipe mentalement, elle est tellement faible que dès qu'ils se prennent un but, que ça soit le premier but du match ou c'est le début d'une remontée, dès qu'ils prennent un but mentalement, ils sont cuits, ils sont plus capables de tenir. Oui. C'est un plus gros problème que le recrutement là. Refaire le mental d'une équipe là, c'est pas si évident que ça là. Non, c'est vrai, et puis honnêtement, les défaites s'accumulent, puis ça fait mal. Honnêtement, avec le nombre de défaites que ce club a connu, quand on parle de 8 défaites en 9 matchs, si je me trompe, plus ça. Ou moins, honnêtement, quand je lis les tweets de collègues, de fans, je dis, pour des joueurs qui ont perdu tant de matchs et ensuite de critiquer pour avoir perdu du jus dans les 15 dernières minutes, je trouve que c'est un peu dur parce que je connais honnêtement d'autres équipes auraient lâché les bras assez rapidement durant cette saison. Il y a des moments où c'était moins fort, moins intense, mais honnêtement, et je m'attendais que cette équipe lâche le coup bien avant. Je pensais qu'après Atlanta, c'était fini. Mais ils sont revenus à New England, ils ont failli faire l'exploit à Chicago. Philadelphie, ça fait mal. La stratégie en place, c'est pas mauvaise. Ouais. Puis je pense qu'on revient à ce débat. C'est pas un problème de réussite, là. Exactement. T'as la réussite qui manque et un manque de talent. Puis je pense que c'est le débat c'est le débat depuis un mois, hein. Tu sais, on a le fer de lance de Tony Marinaro, de Tiessen Signadi qui dit que Garde, c'est une poubelle, au fait. Je traduis pour lui, là. Je fais une paraphrase. Il dit Garde, il est nul. OK. De l'autre côté, on dit non, c'est le club qui est nul. Mais en fond, la vérité, je pense, c'est entre les deux. J'ai comme le goût de... Ça fait bizarre venant de moi parce qu'habituellement, c'est moi qui mets le feu. Non. Mais j'ai comme le bordel. Toi, tu fous le bordel, monsieur. Mettre le feu, c'est gentil. Mais plus sérieusement, j'ai comme le goût de faire un appel au calme là, parce que moi, j'aime les opinions tranchées. Là. Je pense que les gens commencent à comprendre. Mais avoir une opinion tranchée, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être irrespectueux puis de ne pas écouter ce que l'autre est en train de dire. Même si c'est le contraire de ce que tu avances, tu as le droit d'argumenter sur le fait, pas sur le messager, pas sur les sous-intentions que tu vois. On s'en fout. Tu sais, ce que tu lis, c'est toi-même qui mets le ton sur cette phrase-là. Tu sais, il faut faire attention. C'est de l'écrit. C'est pas seulement un problème Twitter, c'est un problème généralisé sur l'écrit. Tu sais. Donc, oui, quelqu'un peut peut-être avoir d'autres idées en tête en écrivant quelque chose, mais
Tu sais, forcément, la première fois que tu interagis avec quelqu'un, le traiter de merde, là, ou de lui dire qu'il y a un agenda caché, ça sert à rien parce que ça avance pas le dossier. C'est légitime. Les personnes qui sont forcément moins nombreuses, parce que j'ai lancé un petit sondage, puis là, c'est assez net comme réponse, là, c'est du 91% pro-garde. Et si quelqu'un avance la conversation ou l'interrogation Rémi-Garde, ça fait pas de lui forcément quelqu'un de mauvais. Exactement. Ça se peut. Ça nous permet à réfléchir. Oui, Tony et on dirait probablement le côté anglophone de la couverture de l'Impact de Montréal semble avoir quelque chose contre Garde. Mais ils avancent des trucs. Et c'est pas forcément mauvais ce qu'ils avancent à 100%. On peut argumenter, on peut échanger. Et ça se débat très bien. Exactement. Oui, mais s'il y a comme un blocage, ça nous sert à rien. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème de pas se questionner pour voir si Rémi-Garde et son staff fait partie de la solution si on se pose pas de questions. Exactement. On peut pas juste faire des... Non, tout à fait. Et ça fait partie du débat. Et puis, bon, il y avait aussi Next Ability qui s'en est pris plein la gueule. On l'a traité. Ça a dégénéré un peu. Puis, il a tendance à faire des tweets tranchants. Je lui ai parlé avant dans le passé. Genre, je connais son style. Puis bon, mais ceux qui l'attaquent le sont tout autant. Oui, ils escaladent encore plus alors qu'il n'y a aucune nécessité. Puis moi, j'ai un débat sur lui lorsqu'il comparait Jemali et Tyder de façon erronée, à mon avis. Mais il a le droit de le dire. Moi, j'ai le droit de dire non, je suis pas d'accord. C'est pas la même chose. C'est pas nécessairement le même impact du style de jeu. Donc, je rentrais dans le détail du jeu. Mais après, d'autres ont embarqué. Bon. Mais honnêtement, pour revenir à ce que tu as dit en partie, par rapport, c'est pas juste Twitter. Mais je pense qu'on peut être d'accord, Nathan, que Twitter est la pire plateforme pour avoir des débats plus ou moins sereins. On va être honnête. Peut-être, mais moi, j'ai quand même de très intéressants débats sur cette plateforme-là. Oui, enfin, parce qu'il faut pas. C'est vrai. Souvent, les gens vont oublier qu'il y a une personne derrière. Si tu prends la peine de comprendre qu'il y a quelqu'un, puis que de pas prendre pour acquis que c'est un troll, là. Éventuellement, oui, il y en a. T'sais. Mais c'est pas vrai que 90% des gens sur Twitter sont mal intentionnés puis ils veulent pas argumenter. Éventuellement, tu t'en rends compte que ça tourne en rond et tu laisses tomber. Mais la première fois que quelqu'un écrit une opinion différente de la tienne, si toi, ta première interaction... C'est de l'insulter. C'est fini. C'est fini. Et on dirait que maintenant, par défaut... C'est hyper tranchant. Quand j'ai mis la statistique de Rémi-Garde juste avant son congédiement à Aston Villa, qui est exactement la même que l'Impact de Montréal présentement, ce n'était que des faits. J'avais aucun commentaire, aucune blague, rien, mais il y a quand même du monde qui m'a critiqué sur une statistique. Oui, parce qu'ils se sont dit, Nilton avait de mauvaises intentions. Et pourtant, depuis 2 ans, je demande l'embauche d'un entraîneur de l'envergure de Rémi-Garde. Je suis très, très pour Rémi-Garde. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il va faire, je suis d'accord non plus. Exactement. Tu veux qu'il réussisse, honnêtement, mais s'il est fautif, s'il fait des choses graves, des choses qui sont pas au niveau auquel on s'attend, oui. Ça, je pense que tout le monde les mérite. Qu'il se retrouve dans une position précaire. Même s'il reste là, il est dans une position précaire. On ne sait pas comment que Joey Saputo réagit, lui. Lui, s'il décide s'il trouve ça inacceptable de dépenser plusieurs millions de dollars sur un staff d'expérience pour obtenir à peu près les mêmes résultats, voire pire que Mauro Biello, ça se peut qu'il pète un plomb, là. Non, c'est vrai. Puis on l'avait parlé la semaine dernière, son fameux entrevue avec Jérémy Filosa après le match contre le Galaxy. Ça demande une impatience. Oui, ça demande une impatience, mais c'est une impatience qui est compréhensible, mais aussi attendue, là, honnêtement. Encore une fois, Nilton. Tu sais, il y a plusieurs niveaux pour ce qui se passe avec l'Impact. T'as un problème institutionnel. Je pense qu'il y a personne il y aura pas de débat. L'institution qui s'appelle l'Impact de Montréal, sportivement, n'est pas nécessairement stable ou saine pour donner les résultats auxquels eux, ils s'attendent. L'institution était pas très grande. On parle, quand on dit institution, c'est juste un synonyme pour nommer 3 personnes. Voilà, surtout 2, Joey Saputo, Nick DeSantis, que Braz était absent pendant 2 ans. Donc on va pas le blâmer quand il était absent. Disons, on met Joey et puis Nick. Monsieur Saputo, Monsieur DeSantis. Je suis pas pote avec eux, donc je vais pas les nommer par leur prénom là, mais c'est juste pour dire, voilà, tiens, on revient à la même chose. Et puis,
Puis, et vous remarquez, je ne fais pas de Legendre, Richard Legendre, parce que sportivement, c'est pas son rôle il est là pour vendre des billets. Et il faut qu'il faut quelqu'un qui le fasse, c'est normal. Et puis, par rapport à ça, et aussi pour revenir, pour ajouter aussi sur Twitter, c'est la frustration autour du club et l'amour que les gens ont envers la ville et aussi envers le club, se transforme aussi en une honte quand le club va mal. Ok. Et puis c'est quand c'est martelé qu'on veut mieux faire, mais on fait pas les étapes pour s'améliorer. Puis on voit que ça perd 8 matchs 8 fois sur 9 matchs, et on voit que je sais pas, on est un peu la résine de la ligue, on se prend des buts de gag, et que l'Impact est dernier dans les MLS Power Rankings depuis le mois de mars. Donc à chaque fois, je pense que ça ajoute de l'huile au feu. Ouais. Mais en même temps, je pense que Newton, on est passé par cette thérapie il y a 2 ans. Peut-être que nous, on est déjà rendu à l'autre étape. Exactement. Il y a beaucoup trop de gens qui sont rendus au choc de la réalité. Exactement. Le choc, le déni, on comprend pas, on veut pas comprendre, on n'est pas prêt à accepter la réalité. Mais en même temps, il y a des signes révélateurs, on essaie de les présenter, on se dit, regardez, je vais me répéter, 30% du 11 partant n'est pas établi, le banc, c'est pas ça. C'est un nouveau coach. Il s'est plaint du transfert qui s'est pas accompli autant qu'il voulait, qui s'est pas complété autant qu'il voulait dès le mois de décembre, janvier. Donc déjà, on avait des doutes. Ok, il avait des deals, mais ils sont pas arrivés. Donc il y a tout ce mishmash qui s'accumule, qui va ensemble, et on se dit, ce qui arrive, c'est normal. En plus des problèmes d'institution qu'on a parlé, dans le sens que le staff n'est pas assez grand, le recrutement n'est pas assez efficace, ça c'est clair. Je ne vais pas me répéter sur les arrivées des nouveaux riches qui sont en train de mettre le bordel à la ligue pour ceux qui dépensent mal. Ceux qui dépensent mal ont l'air vraiment nuls et bêtes. Puis tu te fais exposer par rapport à ça. Mais voilà. Mais juste pour dire le contexte de tout ça, regardez, vous allez devoir souffrir un peu. Vous n'avez pas le choix. C'est ce qui arrive là. Mais dans le match comme Minnesota, j'ai vu du positif. Même le remplacement de Silva par Krolicki, je trouvais ça intéressant. J'en parlerai après si c'est une question sur ça. Mais voilà, je pense qu'on va pas répéter à chaque émission, refaire le post-mortem de février et mars à chaque fois, sinon, ça n'a rien d'enregistré. Même pour parler de Silva, il y a eu comme une grosse haine qui a été pas mal fixée sur le fait qu'il a fait une mauvaise passe. Parce que jusqu'à cette mauvaise passe, ça n'a pas été si mal que ça, son match. Il a bien combiné, il a créé des occasions, on voit qu'il est pas à l'aise. Ça fait longtemps que tu le dis, dans une position axiale. On le voit, mais il essaye. C'est pas quelqu'un qui lâche, là. On le voit, là, il a toujours de l'envie. C'est pas toujours beau, mais quand même, là, c'est sa présence. C'est un élément de la réponse pour l'éventualité, pour un futur Impact de Montréal. On le voit que quand il finit par déborder puis qu'il se retrouve dans un rôle d'allié, il est beaucoup plus efficace. Mais lui aussi, mentalement, est affecté parce que ses décisions sont pas tout le temps les bonnes, ses tirs sont un peu tout croche, mais les passes, il essaie des trucs qu'il est pas capable de faire. Mais là, va falloir mettre un peu de lunettes roses quand on regarde un match de l'Impact de Montréal parce que c'est tout le contraire, là. Moi, hier, le samedi soir, j'ai pas pu voir le match live, donc je l'ai vu le lendemain matin en pensant que ça allait être un match catastrophe. C'était pas mal. C'était pas si mal que ça. C'était pas si mal. On n'est pas si loin. Tu sais, oui, le recrutement de juillet va probablement transformer le club. On ne deviendra pas une équipe de play-off. Il est trop tard. Mais juillet va servir à bâtir ce club-là. Pas avec une patch à court terme. Ça va être vraiment pour bâtir à moyen et long terme. Puis il faut être patient, il faut le laisser probablement. En tout cas, on en reparlera plus tard. Mais je veux lire un tweet de Dr. Gab qui était excellent pour expliquer où est-ce qu'il en est. Il dit Dr. Gab @GabFest_Gab où j'en suis dans les 7 étapes du deuil d'INFC en 2018. Choc et déni, douleur et culpabilité, colère, marchandage, dépression en colère. Donc il a déjà passé ces 5 étapes. Il lui reste la reconstruction et l'acceptation. Une chance que je n'ai pas de billet de saison cette année. #CCPP. Donc, si vous êtes partagez avec nous sur Twitter, vous êtes à quelle étape, comme Dr. Gab, Dr. Gab a partagé sur Twitter, donc @GabFest_GAB. Donc voilà, mais dites-nous, vous êtes à quelle étape dans l'étape du deuil par rapport à la saison 2018 de l'Impact, puis on va en rire un peu et surtout on va vous aider à récupérer. On est des psychologues non certifiés, imaginaires, puis on va vous aider quand même. Ouf.
Bon, Saputo d'or, Tropoutine, j'ai l'air d'un point de ce match. Nilton? Saputo d'or. Ben, le seul qui a rien, mais absolument rien à se reprocher pendant tout le match, ça a été Samuel Piette. Ouais. À chaque fois, même quand il gagnait pas les duels, là, il laissait pas son équipe dans le trou, puis il était propre, il était disponible, il a même essayé de construire un peu. C'est pas dans son rôle, fait que des fois c'est pas tout à fait beau, mais quand même, Piette sur une chance qui est là parce qu'au lieu de durer 50 minutes, les matchs de l'Impact de Montréal ne dureraient que 20 minutes. Là. Non, c'est vrai. C'est le pilier qui fait en sorte que c'est pas une catastrophe horrible à chaque match. Il fait le travail minimum, puis il en donne encore plus. De mon côté, moi, c'est Piette ou Taider ou Fanny. Je donne à Fanny parce que je trouve qu'il a été solide. C'est vrai, on n'a pas l'impression qu'il a 37 ans. Oui, parce qu'il n'est pas capable de jouer le deuxième match. Oui, c'est vrai, mais sur ce match-là, à l'intérieur de ces 90 minutes, il était bon, donc j'ai aimé. Ouais, voilà. Du côté de Tropoutine, honnêtement, Silva le mérite juste sur cette passe-là. Lovitz le mérite aussi, honnêtement. Allez, Lovitz, Silva, je le laisse passer parce que, honnêtement, en tout cas, pour revenir à Silva, là, je pense, je sais pas qu'il l'avait écrit, je sais pas si c'était vers Sport ou ailleurs, où Silva allait devenir le nouveau Vargas, possiblement, ou c'était quelqu'un d'autre, en tout cas. J'espère que c'est pas le nouveau Vargas, le méconnu, là, mais. Moi, ce que j'ai peur de Silva, c'est qu'il devient le nouveau Venegas, c'est-à-dire le gars. Ah oui, Venegas, pardon, c'est ça. Ouais. C'est le gars que l'Impact de Montréal est incapable d'utiliser. Mais Venegas est devenu le gars que la MLS est incapable d'utiliser. C'est moins clair dans ce cas-là. Moi, je pense pas que Silva est rendu à ce point-là. Silva, je le vois, je le répète souvent, là, mais quand je vois ce joueur-là en début de carrière MLS, je le vois un peu perdu comme Romero l'était. Oui. Mais à différence de Romero, c'est que Silva a beaucoup plus de qualité de technique. Une fois qu'il va être dans une bonne équipe, dans sa vraie position, on va l'apprécier un peu plus. Du moins, je l'espère, parce que il coûte pas seulement 700 000 $ à peu près de salaire. Il a aussi coûté 1,5 million d'euros en transfert. Exactement. Et puis aussi, il faut lui donner du temps, un peu, mais pas du temps, mais quand l'équipe va mieux aller, il va mieux aller. Parce que c'est pas un joueur qui est bête, c'est pas un joueur qui est nul. J'ai pas l'impression que c'est une supercherie. C'est juste mon humble avis. Mais voilà. Au fait, je pense que c'était les articles. Je pense que il voulait faire la connexion entre Vargas et Venegas, je pense. C'est pas Silva. J'espère que je me trompe. C'est pas important. Si vous voulez me corriger sur Twitter, allez-y. Et du côté de Gérard Dafoin, t'as la reprise ratée de Taider. Ça, c'était marrant. Comme Gérard Dafoin, j'ai ri, comme dirait Milton. J'ai ri. Et puis voilà. Et puis Gérard Dafoin, on a le choix, hein. L'Impact n'a pas marqué depuis plus de 400 minutes ou je me rappelle plus de chiffres. Puis voilà, toi t'en as plein. Gérard Dafoin, merci à François Beauclerc qui donne Saputo d'or, Piette, Tropoutine, tout le monde qui s'approche du puits adverse et soudainement oublie comment jouer. Gérard Dafoin, moi qui à la 95e minute pense encore que c'est possible de marquer 2 fois. On va choisir Monsieur Louis-Simon Babin. Saputo d'or, les thérapeutes. Tropoutine, par où commencer? Gérard Dafoin, moi qui ai payé 170 $ pour une paire de billets la semaine prochaine. Ouh là là. Je pense que c'est contre le Houston Dynamo au Stade Saputo. Et puis voilà, merci à tous ceux qui ont participé aux évaluations Tropoutine, Saputo d'or, Gérard Dafoin. Et n'oubliez pas de remplir le formulaire pour donner les notes pour chaque joueur, le match en général, le staff, l'arbitre et vos propres évaluations Saputo d'or, Tropoutine, Gérard Dafoin sur le formulaire Google. Vous pouvez suivre Sydney @Solambe, SOLAMBEY, et aussi Cannes Foot Club sur Twitter pour retrouver ce sondage. Hilton, je pense que c'est le moment de passer aux questions des gens. Les gens ont des questions, ils ont la rage, ils ont la haine, ils sont dans le déni, on va les aider. Shame. Kevin Duska nous demande la question que tout le monde se pose. Malgré que je ne suis pas sur le bandwagon d'anti-garde, est-ce que Rémi Garde finira la saison à Montréal? Il imagine que oui. Mais est-ce qu'il finira son contrat de 3 ans? Je pense qu'il y a plus de chances que Garde ne finisse pas la saison. Il y a plus de chances qu'il finisse pas la saison par rapport à les chances qu'il finisse son contrat. Je pense que s'il survit sa saison, il va finir son contrat. Je suis convaincu parce que ils auront
Ils auront fait un gros virage après le mercato de juillet, comme tu avais dit, Newton. Mais il y a des chances qu'en juillet, ou même avant, qu'ils disent, regarde, je ne serais pas étonné. En termes de foot, maintenant, en termes de salaire et de pénalité, c'est un autre débat. Mais je ne serais pas choqué qu'on dise, garde, demain, cette semaine, ou d'ici juin, qu'il se fasse congédier. Une des possibilités, c'est le clash du mercato. Si Rémi Garde se rend compte que il est en train de revivre une situation peut-être pas identique, mais semblable à Aston Villa, où il est pas capable, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour construire une équipe qui juge compétitive. Lui, son staff va partir. Mm-hmm. Il voudra pas rester sur une deuxième mauvaise impression parce que Rémi Garde, oui, c'est un entraîneur d'expérience, mais pas tant que ça. Là. C'est quand même un entraîneur qui a un pedigree assez court. Là. Il y a Lyon pendant 3-4 saisons, je me souviens plus. Il y a Aston Villa pendant quelques mois et c'est tout. Là. C'est pas un entraîneur qui a passé beaucoup de clubs. Donc, il veut pas non plus oui, il va avoir, s'il veut, il retourne en France puis il va avoir un autre compte. Il va avoir d'autres possibilités, mais avoir une étiquette de perdant puis de solide perdant parce qu'un propriétaire ne lui donne pas les éléments qu'il faut pour bien performer, ça se peut qu'il stanne de lui-même puis qu'il quitte. Oui. Il y a cette possibilité-là. Honnêtement, c'est pas quelque chose de farfelu à penser. Mais, comme, la question de Kevin est valide, sachant comment l'impact est vraiment très compétitif et très compétent à licencier des coachs assez rapidement. Ouais. Mais Joey, c'est plutôt, il y a déjà un problème coaching à Bologne. En plus. Il est en mode recherche, probablement, c'est très, très avancé à Bologne pour trouver un remplaçant à Donadoni. Embarquer encore dans un processus comme ça après seulement 3 mois, je serais très, très étonné, à moins qu'il y ait un méga clash, parce que ça peut arriver. On l'a déjà vu avec Jesse Marsch. Hein? Il avait confirmé qu'il était là quelques jours avant de le mettre dehors. Tout peut arriver. Là. Un mauvais meeting où tout le monde pète les plombs, puis c'est le bordel. Mais selon moi, je sais que c'est pas ce qui est populaire à entendre, là, mais Joey Saputo il laisse aller le staff en place pour les décider tout ce qui est foot. Selon moi, en 2018, c'est plus lui là qui gère. Oui, il va lancer quelques flèches comme la fameuse saga Piatti, est-ce qu'on le garde ou pas, mais en général, je suis pas mal convaincu que c'est Rémi Garde qui a les mains sur le volant. Là. Oui, mais je suis d'accord, mais il paraît mal avec les mains sur le volant. C'est ça le truc. Et Joey Saputo dit qu'il y aura des changements, et ensuite ces changements. Mais avant ces changements, son coach perd 8 matchs sur 9. Donc ça va mal. Ça va mal. Mais les changements seront pas si évidents que ça. Là. Je veux dire, se débarrasser de Marco Donadel et de Mancuso, au niveau règlement, je sais même pas s'ils vont être capables d'enlever ces masses salariales de ces salaires-là de leur masse salariale. Mancuso, c'est impossible qu'une équipe de Série B va vouloir payer 700 000 pour ce joueur-là. Plus ça avance, plus il est en train de détruire sa réputation sportive. Marco Donadel, c'est la retraite qui l'attend, tu sais. Mais s'il prend sa retraite, techniquement parlant, il faudra vérifier, là. Est-ce que ça libère vraiment d'un salaire? Je suis pas convaincu. Oduro aussi, ça va être compliqué. Tu sais, se débarrasser des joueurs, là, oui, là, c'est une évidence. Oui. Non, mais je sais pas comment ils vont s'y prendre. Mais honnêtement, Newton, au-delà de libérer du salaire ou pas, honnêtement, c'est une question. Ramène les joueurs qui vont t'aider, puis essaie d'utiliser ceux que tu as en main. Maintenant, faire des calculs mathématiques auxquels on n'a pas accès, on connaît pas exactement la masse salariale exacte, les chiffres, les termes, les gammes, etc. Honnêtement, honnêtement, j'ai vraiment, je trouve ça vraiment difficile d'évaluer ça, et je sais pas quel est le plan exact de l'Impact, parce que honnêtement, au niveau de l'institution sportive, il faut dire la vérité, c'est assez bordélique là. Genre, il faut dire les choses. On le dit depuis longtemps, donc je vois pas pourquoi on n'est pas capable de, on n'est pas capable de voir on voit les choses en face, on n'est pas aveugle, mais c'est juste que ce qui se passe, regarde, on a dit que le match était correct, mais moi, ce qui m'a gêné beaucoup,
c'était quoi? Rick Moffat avait dit qu'après le match, Garde a dit que team lack of skill, talent and willpower. Manque de talent, manque de technique, je pense, et de volonté. Donc là, avant on avait dit quand Garde a commencé à blâmer les joueurs, à nommer les joueurs, lui il doit faire ça de mieux de telle façon. On se dit ok, c'est normal, c'est l'exigence du haut niveau. Et là, il commence à manquer de solutions. Il a plus rien à dire. Il dit qu'on n'a pas de talent, on n'a pas assez de talent, on n'a pas assez de volonté. Donc, à un moment, est-ce que les joueurs les a perdus? Honnêtement, et tout ça, on met ça ensemble, puis ça répond en partie. J'essaie de répondre en partie à Kevin pour dire, ouais, il se peut qu'il s'en ait en juillet, juste avant la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde. On dit, ok, ben bye bye. Puis là, on va se débrouiller entre nous. Donc, il y a tout ça qui va ensemble. Puis c'est un mauvais sentiment qu'il puisse avoir un trigger beaucoup plus vite qu'on pense. Mais bonne chance pour reconstruire. Si Rémi Garde décide de partir, le processus va être encore plus long et pénible. Oui, puis c'est fou. Puis envisager ça fait peur, honnêtement, si je tiens un supporter. Et soyez stressé par rapport à ça, parce que c'est pas nécessairement une bonne chose. Et c'est vraiment assez stressant à y penser juste en termes de comment faire la transition. Parce que si déjà chez Libam ça marchait pas, Klopas, on savait que ça n'a pas marché. Biello, moi je pense que ce qui énerve les gens, c'est que la prise de conscience de Joey Saputo l'année passée, les déclarations de Rémi Garde, soi-disant après le match, tout ça, là, le partisan, lui, il savait déjà. C'est à part peut-être le manque de volonté, je sais pas qui vise essentiellement, parce que j'en vois pas tant que ça de manque de volonté sur le terrain, mais le manque de talent, de technique, et ça fait longtemps qu'on le dit, là. Quand on voyait l'inaction de l'Impact de Montréal dans le recrutement en janvier versus les autres équipes qui s'amélioraient, même s'ils étaient déjà meilleurs que nous. Tout à fait. On le savait, ça. Et là, entendre ce qu'on avait déjà réalisé 6 mois plus tard, c'est frustrant pour l'amateur parce qu'on se dit, ben oui, mais tu viens de t'en rendre compte maintenant? C'est pourquoi vous avez rien fait? Pourquoi il faut finalement sacrifier toute la saison 2018 parce que il y a rien à faire? Parce que vous nous avez un peu rempli parce que ce qu'il nous disait, c'est il va falloir endurer, espérer rester à flot pendant la demi-saison, puis on mise tout sur juillet. Mais là, ça va être plus que ça, parce que trouver des éléments pour sauver la saison, c'est même plus possible. Il faut penser déjà à 2019, attendre encore un 7 mois, un 9 mois pour avoir encore du plaisir à écouter des matchs de l'Impact de Montréal. C'est frustrant. Et je comprends pourquoi certains disent que Rémi Garde, il a échoué parce que il y a présentement, avec l'équipe en place, les éléments qui sont là, on voit aucune amélioration ou très peu. C'est vrai. Et ça, cet argument-là que les gens ont, c'est pas nécessairement les substitutions, on s'en fout. Mais c'est quoi la touche Rémi Garde quand on voit un match de l'Impact de Montréal? C'est assez léger. Ce qu'on voit, c'est une organisation défensive pour endurer une équipe pendant plusieurs minutes et espérer concrétiser les chances qu'on a. Tu sais, c'est à peu près tout ce qu'on voit, mais c'est pas nécessairement bien différent de Mauro Biello. Pas nécessairement. Il y a du pressing qui est plus intéressant à certains moments. Ils font pas à chaque match durant tout le match, mais on peut pas dire qu'il y a une guard touch, une petite touche guard qui fait. On n'a pas l'impression, mais en même temps, c'est tellement la zizanie. Et sortir un chéquier comme ça avec tous ces top entraîneurs pour se faire dire ce que tout amateur de l'Impact de Montréal sait déjà. Je comprends la frustration de certains. Tu sais, j'avais pas besoin de Joel Batz, j'avais pas besoin de Rémi Garde pour comprendre que à l'attaque c'est faible, offensivement comme avant-centre, comme ailier c'est faible, qu'on était Nacho dépendant, que les milieux de terrain, c'est une catastrophe depuis le départ de Blairim qui comblait un gros trou. Que défensivement, les blessures, on nous a c'est peut-être qu'on était meilleur défensivement, mais là, avec les blessures, c'est le bordel. Tout à fait. Je veux dire, là, on aurait probablement espéré que Rémi Garde
face de cette équipe-là, tu sais, qu'il l'améliore de, je sais pas moi, d'un 25%, qu'on voit vraiment sa patte sur cette équipe-là. Là, c'est même lui a abandonné. Présentement, il se déresponsabilise beaucoup des résultats. Il met tout ça sur le dos des joueurs. Oui. Et ça, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais, puis ça donne une excuse, une raison au club, c'est-à-dire Joey Saputo, à s'en débarrasser s'il peut trouver une porte de sortie intéressante. Parce que s'il a une chance de le faire et qu'il est validé par ce choix-là, et que son entourage, Nick DeSantis et Adam Braz, s'il considère qu'Adam Braz ne fait pas partie du problème, lui disent ouais, c'est peut-être bien de s'en séparer parce qu'il fait n'importe quoi, et on va gérer ça avec des gars qu'on connaît. Il se peut que ça déclenche qu'il y ait un déclic chez Joey Saputo qui dise ok, bye bye, garde. Mais en même temps, c'est qu'il ignore tous les problèmes de recrutement que l'Impact a eu en 2018. Puis il l'a dit, il peut pas. En même temps, Joey Saputo, s'il dégage garde, il se contredit en disant on a sous-estimé la ligue et les équipes. Tu sous-estimes la ligue, donc ensuite tu vas peut-être licencier ton entraîneur que t'avais déjà dans tes plans au mois de juillet dernier. En tout cas, bon, Kevin Duska, c'est la plus longue réponse qu'on a donnée à la question. Merci Kevin. Benoît Raymond nous demande ce qu'on devrait faire avec Rod Fanny qui a un contrat jusqu'au mois de juin, hein, c'est ça? S'il veut rester, qu'il reste. Tu le signes. S'il veut rester, même au prix demandé. Est-ce qu'il y a un défenseur qui est meilleur que lui en ce moment? Honnêtement. Ouais. Donc tu le signes, tu le prolonges jusqu'à il n'y a aucun débat possible sur la qualité de Rod Fanny sur le terrain. On s'entend. Ouais. Il n'y a aucun débat, c'est sûr. Quand il joue, c'est un des tops de la Ligue. Ouais, bon, top de la Ligue, c'est grand, mais beaucoup d'équipes voudraient l'avoir dans leur équipe. Par rapport à ses performances, il fait un très bon travail. Il est très bon. Zéro doute. Mais il met un gros enjeu à 700 000. Il est incapable de jouer 3 matchs consécutifs. C'est un problème. On n'a pas cette flexibilité-là. Il va falloir vraiment doser. Est-ce que c'est circonstanciel, le fait qu'il n'avait pas beaucoup joué depuis 1 an, qui a fait en sorte que physiquement, il y avait des pépins? Hein? Est-ce que les gens en place sont capables de bien analyser et de prévoir l'avenir de la santé de Rob Fanny? Si Rob Fanny, les 2 mois qu'il nous a donné, c'est l'image du restant de la saison, je pense pas que ça vaut la peine de le garder. Ok, je vois ce que tu veux dire. En fond, à quoi ça sert de garder Fanny si ton équipe va dans les bas-fonds? C'est ça, à moins que par hasard, ton club décide totalement à intégrer les jeunes et que ces jeunes-là, ils apprennent à côté de Fanny. Mais malheureusement, on n'a jamais c'est une grosse hypothèse. Malheureusement, on n'a jamais vu ce concept où tu intègres des jeunes avec les pros pour qu'ils puissent apprendre. Ça, c'est jamais arrivé à l'Impact, malheureusement. Dans ce concept-là, tu lui dis, Rod, tu restes, mais ça va coûter la moitié du prix, là. Voilà, c'est ça, il y a ça aussi. Maintenant, c'est quoi l'objectif de l'Impact entre le mois de juillet et le mois de décembre? C'est quoi l'objectif? À part d'essayer de faire les playoffs, tu gardes cet objectif-là, mathématique, tu pousses pour faire les playoffs, mais tu le fais en ayant un modèle de jeu plus établi. Ce modèle de jeu peut s'appeler la contre-attaque, il n'y a aucun problème. L'Atlético Madrid le fait bien. Liverpool le fait bien, mais ils ont des joueurs différents techniquement, évidemment. Je compare pas les Liverpool avec l'Impact ou Atlético, là où l'Atlético, mais c'est pour dire que c'est quoi ton but dans la vie de juillet à décembre? Tu vois, moi, Fanny, je le vois comme un élément parmi un gros ensemble qui s'appelle les spots internationaux. Il va falloir réfléchir comme il faut sur l'utilisation de nos spots internationaux. T'sais, si on garde Fanny, c'est qu'ailleurs, dans les spots internationaux, on en libère. T'sais. Il va falloir réfléchir sur tous les joueurs qui sont là, qu'on part de Cabrera à Raitala jusqu'à Donadel, l'évidence, Mancuso. Il va falloir qu'on réfléchisse. Ces 8-9 spots-là, ils doivent être maximisés. Si c'est pas tous des titulaires, c'est des joueurs presque titulaires. Il faut pas des gars en soutien 80% du temps. Ça sert à rien. Il faut commencer à réfléchir de cette façon-là. Fanny, c'est la même chose. Oui, c'est un vétéran qui va prendre la place d'un jeune dans un concept où on veut bâtir une équipe à long terme. Oui, c'est une grosse portion de la masse salariale, que ce soit 700 000 ou autre chose, qui enlève d'autres éléments à l'équipe. Et oui, c'est une place internationale en moins qu'on utilise pour un vétéran qui va aider seulement un jeune, qui va donner 2-3 matchs
consécutifs, puis après, on va être obligé de le reposer. Il faut que ça soit dans un tout, là. Parce que si on se retrouve à avoir que des Rod Fanny dans nos 8 places internationales, là, on a un problème. Puis là, présentement, c'est ça qu'on a. On a peu d'internationaux, des titulaires purs et durs. On a Piatti qui est réglé. On a Raitala par défaut, le pauvre, qui va probablement gagner le MVP défensif. Et après ça, c'est compliqué, là, nos internationaux. Oui, non, c'est compliqué, mais honnêtement, il y a tellement de couches, il y a tellement de couches de complexité, genre, est-ce qu'il est vieux, trop cher à l'international? Donc, il faut que tu fasses un ordre de priorité. Quelle est ta priorité? La compétence, le salaire ou la place internationale? Tu choisis celle qui te fait le moins mal, après tu vas à la prochaine. Est-ce que je suis prêt à sacrifier du salaire? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mes jeunes pour le faire jouer? Est-ce que je suis prêt à sacrifier une place internationale? Mais ça, c'est des questions que Braz doit se demander, Nick DeSantis, et peut-être c'est un nouveau directeur sportif qui va se poser cette question aussi. Mais Milton, juste à en parler, ça me fait mal à la tête, ça me stresse. Parce que c'est des questions, mais on lève Fanny. C'est les questions les plus importantes. C'est le plus important, ces questions. Je suis tout à fait d'accord. Et par rapport à la question de Benoît Raymond, on lève Fanny, insère Mancuso, insère tous les joueurs internationaux qui coûtent assez cher, et tu te poses la même question pour chacun. D'autres réponses sont plus faciles que d'autres, mais des réponses vont être plus faciles que d'autres, mais si la question se pose. Même à Tyder, tu considères, est-ce que Tyder, j'en ai vraiment besoin en ce moment-là, etc., etc. Mais Fanny, honnêtement, moi je l'aime bien, mais si ton projet c'est 2019, tu l'oublies et tu souffres. Mais maintenant, voilà quoi, ils vont signer quoi, des gars de l'académie, Clément Bahia, ils le montent pour qu'ils jouent au milieu défensif, au défenseur. Ou honnêtement, c'est tellement la zizanie que je suis pas sûr de leur plan exact. C'est à te foutre, Nilton. Je suis stressé. Riyad nous demande, suite aux propos publics de Garde, justement, là, mentionné par Rick Moffat, sur le manque de talent de ces joueurs, est-ce qu'il y a rupture définitive avec le vestiaire? Je pense que il y a des chances que ça arrive. Hein. Honnêtement, il y a des chances. Est-ce qu'il y a une rupture totale? Non, je pense pas, mais parce que c'est compliqué, là. C'est compliqué, mais sérieusement, tu reviens de l'avion de Minnesota, t'as su que ton coach a dit que toi et tes copains, vous avez pas de talent, manque de volonté. Si mentalement t'étais pas très fort, ça se peut que tu sois encore plus détruit. Et si mentalement tu disais c'est la faute des autres, ben ça vient encore plus de couper les ponts. Je sais pas si c'est le cas, là, mais mettons Tyder lui dit qu'il est correct, tout ce qu'il fait c'est bien, c'est ceux autour de lui qui sont nuls. Oui. T'entends le coach dire ça, il dit il a raison, hein, Rémi, là, c'est vrai qu'ils sont nuls, mes coéquipiers. Qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Il n'y a rien de positif, là. Si t'es Edwards, hein, qui a déjà été attaqué, sur le terrain, déjà, tu doutes beaucoup quand tu es toujours entre deux décisions. Et là, tu te fais dire que t'as pas de talent. Pouf. Je sais pas ce qu'il y a de positif un peu dans cette déclaration-là. Tu sais, oui, là, lui aussi, il est tanné, là. Ça fait 8 matchs, là. Tu sais, si nous, on est écœurés de voir un match, là, imagine lui, là. Lui, il vit toute la semaine après et avant un match, là. Ça doit être assez pénible. Oui. Mais, s'il dit un truc comme ça, probablement que le plan est déjà pas mal sur papier. Il sait déjà de qui va se débarrasser. Oui, c'est vrai. Il a probablement déjà établi certains contacts. Il n'y a rien qui est sorti, mais ça va sortir éventuellement. C'est pas le Rémi Garde du camp d'entraînement qui parle, hein? Celui où il disait que tout était beau, puis tout est parfait. Les joueurs sont là, ils sont tous, c'est tous des professionnels. C'est moi qui les a choisis. J'ai dit oui à ce qu'on m'a proposé. J'ai pas eu tout ce que je voulais, mais c'est normal, on va s'ajuster. Mais on est prêt. Là, si on les a pas, c'est pas à cause du club, c'est parce que les autres clubs veulent pas les lâcher. Voilà, la réalité est différente, c'est difficile. Blablabla. Là, c'est un autre, là. C'est celui qui a plus rien à perdre au niveau, tu sais, il a plus besoin d'avoir le vestiaire de son côté parce qu'il est déjà probablement tourné. Hein, il est rendu ailleurs. Il est dans un autre chapitre déjà. C'est ça. Soit il pense que bon, on va me dégager, ou il se dit aussi le scénario,
Je pense à juillet, je pense à 2019, comment je vais préparer les prochains mois pour pouvoir être plus comment dire, cohérent dans son jeu. Maintenant, il faut pas oublier. Le problème, c'est que dans tout ça, j'ai du mal à critiquer garde le coach. Parce que là, on parle de garde le recruteur, garde le motivateur, garde le communicateur, mais garde le coach. Vraiment, il faudra qu'on se penche dessus à un moment, parce que c'est pas parce que voilà, qu'il se fait critiquer par plein de médias et d'autres et des fans pour dire ben les changements sont bons, sont pas assez bons, etc. Et plein d'autres critiques, mais voilà, est-ce qu'il est si bon coach que ça? On verra. T'as arrêté rapidement cette conversation-là. Oui, parce qu'on allait passer 2 heures dessus, je pense. Il faut qu'on s'en garde pour l'été. JF Sénéchal nous demande quel genre d'argument, à part « venez nous sortir du trou », peut-on utiliser pour attirer un ou des joueurs intéressants à l'Impact de Montréal? Tu payes de l'argent. Est-ce que tu as l'impression que Darwin Quintero... mais c'est plus mais payer de l'argent, ça semble plus être une option ben pour Joey. Là. Oui, c'est vrai, mais est-ce que Darwin Quintero était stressé par le statut assez moyen de Minnesota? Non, il est venu. On a payé son transfert, on a payé son salaire, puis... C'est le chèque qui l'a attiré. Bah oui, donc si tu as de l'argent, si tu as le transfert et le salaire pour le payer, il va venir. Juste paye. Ça fait partie d'un des éléments pourquoi je suis pro-garde pour l'instant. Parce que garde, c'est notre seul espoir d'attirer des joueurs de qualité. C'est notre seul espoir. Ouais. Oui. Oui, parce que là, c'est compliqué. Oui, je veux dire, faire venir quelqu'un pour le projet nord-américain et la belle vie montréalaise, c'est léger là, comme argument. Là, ton pool de joueurs, il se rétrécit. Là. Rémi Garde, il est aimé par les joueurs français. Il y en a beaucoup qui le connaissent, qui le respectent. Ouais. Donc, si Rob Fanny est là, c'est parce que Garde est là. Si Diallo est venu, c'est parce que Garde est là. Sans lui, ces joueurs n'arrivent jamais à Montréal. On a peut-être d'autres joueurs qui jouent, mais c'est lui qui est capable de faire venir des joueurs à Montréal. Moi, ce que je veux voir comme recrutement, parce qu'on s'est un peu éloigné de ce type de recrutement-là, c'est des joueurs. Je veux des joueurs qui sont présentement en réussite. Oui. Quand on est allé chercher Marco Di Vaio, oui, il était en fin de carrière, mais il était déjà en réussite en Italie. Tout à fait. C'est pas quelqu'un qui était sur le banc. C'est quelqu'un qui alignait des matchs dans une équipe de deuxième ordre, mais il avait son lot de buts. Il allait chercher 10-12 buts à Bologne. Ce qui était beaucoup à son âge, oui. Exact. Puis pour un club comme ça qui se battait là, pour une place en Serie A. Nacho Piatti, c'est un gars qui était en réussite à San Lorenzo, qui les avait amenés à la Copa Libertadores. C'est un gars qui enligne des buts. Donc, lui aussi, c'est normal. Quand il arrive en MLS, le niveau de confiance, là, il est à high, donc il réussit. Mais là, on s'est un peu éloigné de ça. On a essayé d'acheter du cheap labor. Oui. Faire venir des gars qui ont perdu leur place dans leurs équipes ou qui veulent se relancer. Quand ils arrivent ici à l'MLS, ils sont déjà dans un minding un peu négatif, là. Il faut commencer par amener des winners à Montréal. Faire venir quelqu'un qui réussit ailleurs et le faire venir ici avec un nouveau projet, oui, mais déjà avec cette mentalité-là de réussite. Est-ce que tu considères Safi Taider comme ce type de joueur? Non, justement. Safi Taider avait perdu sa place à Bologne. Oui, il est venu ici avec le désir de réussir. C'est vrai. Mais le danger, c'est que dès que ça va pas bien, dans sa tête, il commence à avoir des doutes, c'est sûr. Il est parti en Algérie, il s'est fait ramasser par son sélectionneur. Injustement ou justement, on s'en fout, mais ça vient jouer dans sa tête. C'est vrai. Il vient en MLS pour se repartir. Il essaie de prouver à toute sa communauté là-bas en Algérie que non, au niveau footballistique, la MLS, c'est pas un pas en arrière, là, c'est un pas de côté, puis que c'est justifiable, puis que lui est là pour continuer sa carrière de façon positive. Ça va bien au camp d'entraînement, les 2-3 premiers matchs, ça va, là, c'est. Mais une fois qu'il retourne là-bas, il se fait mettre la réalité en pleine face. Il revient à Montréal. Oui, c'est un bon point. Les difficultés arrivent.
le leader qui devrait être, Saphir, il est pas capable parce qu'il n'a jamais eu à faire ce rôle-là. Lui, quand ça va pas bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on l'a mis sur le banc. Il n'y a pas cette expérience-là, il n'y a pas ce vécu de prendre les troupes et de l'amener vers l'avant, tu sais. Et en fait, et puis, ce que tu c'est ça qui est arrivé. Marco Di Vaio, ouais, oui, c'est vrai. quand il est arrivé dans une équipe très, très nulle, on s'entend. Tu sais, oui, il a été impatient. Tu sais, oui, on l'a vu sur le terrain critiquer ses joueurs, mais oui, on a vu une différence. On a vu les joueurs, tu sais, et lui s'adapter au niveau autour de lui, à travailler avec ses coéquipiers et voir une progression. Là, Rémi Garde, il doit faire attention, selon moi. Il doit voir s'il n'y a pas là, c'est le bon moment. Des équipes qui sont reléguées, des joueurs qui veulent peut-être essayer quelque chose de neuf, mais des joueurs qui fonctionnent déjà dans leur... Je veux pas qu'il aille chercher quelqu'un qui vient de descendre en Ligue 2 puis qui était sur le banc. Tu sais, moi, je vais donner un nom comme ça, mais si Nolan Roux est disponible... Pourquoi pas? Et qui veut venir, tu sais... C'est un joueur comme ça, il était dans une équipe en difficulté. Oui, il descend en Ligue 2. Mais lui, ce joueur-là, c'est quelqu'un qui est en réussite. Non, c'est vrai. C'est vrai, non, c'est un bon mois par rapport à ça, Pennington. C'est vrai, je pense qu'il a marqué 15 buts la saison dernière. Le Roux, il va être pris par une autre équipe en Ligue 1. Oui, non, c'est vrai. Et, c'est vrai, puis même à 30 ans, il reste relativement jeune. Par exemple. Et puis ce que tu dis par rapport à ton point, puis en fait, tu résumes parfaitement une pensée que j'avais de l'autre côté, mais aussi, je vais bonifier un peu ton avis. En fait, c'est que ce qui manque quand nous on parle de l'impact, quand on l'écrit dessus, que les autres médias écrivent dessus, il manque deux titres clés. Ok? Il manque le fameux titre, tel joueur ont été bonifiés par l'arrivée de Rémi Garde. J'ai jamais lu ça nulle part, cette saison. On est d'accord? On peut pas dire qu'un joueur a été bonifié par l'arrivée de Garde. On peut pas le dire. Honnêtement, de façon concrète. Parce que l'équipe vient de perdre 8 matchs en 9. Donc, on peut pas lire nulle part. Personne ne peut dire Edwards, Petrasso et Duval ont été bonifiés par l'arrivée de Rémi Garde. Je trouve Samuel Piette beaucoup plus efficace dans des aspects autres où il était déjà très bon. Mais je sais pas si c'est lié à Rémi Garde ou pas, là. OK. Mais je vois déjà des airs offensifs qu'il n'y avait pas l'année passée. Il y a une certaine évolution, mais bonifié, c'est vraiment un upgrade, tu vois, genre, wow. Tu sais, ils ont vraiment, grâce à lui, ces joueurs se sont révélés, en MLS, incroyable. Piette, on connaissait un peu déjà. OK, parfait, je te donne Piette. L'autre titre qu'on n'a pas vu, bonifié par tel joueur, l'Impact de Montréal effectue sa transformation et devient une équipe d'élite. L'Impact vise la stratosphère de la MLS. Ça, c'est pas encore arrivé en ce moment. Donc, ni les joueurs qui sont arrivés ont aidé l'Impact à se bonifier, à monter de niveau, et aucun joueur en ce moment qui était là avant l'arrivée de Garde, par exemple, ont vraiment évolué de façon drastique. Oh, on voit la différence. J'enlève Bush de l'équation, parce que Bush, c'est plus avec Joël Batz, disons. C'est assez précis, individuel. Donc voilà, et j'espère que je rejoins ton point par rapport à ça, que oui, il faut des joueurs qui vont bonifier ton équipe. Des team winners, des gens qui vont faire des joueurs qui vont faire la différence. Fanny fait la différence, c'est parfait. Maintenant, il te faut un milieu offensif, il te faut un attaquant. Je suis d'accord pour le profil de Nolan Roux, il est intéressant. Il te faut des gars qui travaillent et qui exécutent et qui réussissent et qui livrent la marchandise, comme on dit. Parce que Mancuso, on l'aimait bien en 2016. Bon, pas moi, mais on l'aimait bien en 2016. Il y avait un amour fou par rapport à lui. Et puis, il n'a pas l'impact de façon systématique. La même chose pour Jackson Hamel. C'est pas la solution pour que tu sois ton titulaire pour 34 matchs et t'aider à aller en Syrie MLS à chaque année. Donc, il manque, je suis d'accord, Nilton, il manque des joueurs clés. C'est devenu comme une marque de commerce, là. On va beaucoup trop chercher des joueurs où on a l'impression que l'Impact de Montréal va leur servir de tremplin. Voilà. Puis c'est pas, ils sont en train de les dépanner. Ça fonctionne pas très souvent, là. C'est plus l'Impact qui dépanne certains joueurs que l'inverse. Tout à fait. Et c'est important, et c'est d'où vient le programme de recrutement pour dire, OK, t'as pas beaucoup d'argent, mais t'es capable de dépenser ton argent de la bonne façon. C'est quand même. Et c'est là que je pense que Rémi Garde peut être utile, là. Oui, et c'est important. Joueur, mais on l'attend au tournant, Lilton. On l'attend au tournant. S'il est là en juillet, puis il travaille fort, puis il fait ses recrutements,
Attention, parce que si je rentre dedans Braz et DeSantis sur des mauvais choix, regarde, je l'attends au tournant. Parce que c'est important de observer ce qu'il va faire, ramener les joueurs. Parce que dès que je vois un joueur français, c'est bon. Pour moi, c'est garde. Même si c'est DeSantis, je veux dire que c'est garde. Parce que si quelqu'un arrive en juillet puis il va de Ligue 1, Ligue 2, c'est garde. Donc, j'observe ce joueur, je vois le recrutement. Est-ce qu'il y a du sens par rapport à l'effectif, par rapport aux besoins sportifs, etc., etc. Puis on dit, OK, tout va bien. Puis ça serait un élément hyper intéressant à poser éventuellement à Rémi Garde ou au deuxième étage. C'est tout le processus de recrutement présentement, comment ça se fait. Parce que chacun a ses théories et ses impressions, mais personne clairement est capable d'identifier. Moi, je pense qu'il travaille... Le recrutement, par exemple, de Rudy Camacho, personne ne sait réellement comment ça s'est fait. C'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus en synchro qu'on pense, ce qui fait peur un peu en voyant le résultat. Bon, allez, prochaine question, sinon on est là pour 2 heures, là. pour une 8e défaite en 9 matchs, ça vaut pas la peine. Oh God. J'ai comme perdu le fil un peu des questions. Ouais, David Disco nous demande simplement pourquoi. Ouais, on le sait pas. Anthony Bellil nous demande Salut David. Anthony Bellil nous demande qu'est-ce que Garde peut faire de constructif avec cet effectif d'ici le mercato. Honnêtement, regarde, il les organise tactiquement de façon intéressante, comme Minnesota. Il peut pas les empêcher de faire des erreurs individuelles. Donc, ça, il peut pas contrôler. Je pense qu'il est prêt. Il est prêt pour le mercato. Là c'est 4 matchs d'entraînement là, qui le restent là, à peu près jusqu'au mois de juillet. Il y a rien de nouveau qui va apparaître dans les prochains matchs. Il n'y a pas de stratégie incroyable qui va apparaître dans les derniers matchs. Exactement. Malheureusement, il reste 4 semaines à endurer, peut-être même un peu plus, mais constructif. La seule chose qu'il peut faire, c'est préparer son équipe à chaque adversaire de façon minutieuse et détaillée. Vraiment faire des packages tactiques, vraiment de la mort qui tue et qui vont faire que, OK les gars, on connaît pas que l'équipe adverse, tactiquement, on va leur faire le Mourinho. On va leur faire une Guardiola, avec les moyens qu'on a, évidemment. Puis on va savoir exactement ce qu'ils vont faire, quand est-ce qu'ils vont faire. Il n'a pas eu l'accès à faire, là. Ils sont pas en train de se dire, on vise le top 3, on vérifie qui joue contre qui. Non. Tu as ton adversaire, tu t'assures de connaître par cœur qu'il n'y ait rien qui est oublié, aucune virgule, aucun point-virgule, aucun point. Il faut qu'il prépare son équipe parfaitement, comme lui il veut, comme ça qu'il puisse se préparer pour le mercato de juillet. C'est tout ce qu'il peut faire. Entre-temps, ce qu'il peut faire, c'est que il y a déjà, on connaît déjà des joueurs qui vont faire partie, au moins à court terme, de la solution. Puis un gars comme Silva, il faut abandonner le projet de milieu central. Là. Utilise les prochains matchs pour déjà créer son momentum comme ailier droit. Là. Tout à fait. Utilise-le à fond, là. Quitte à Donadel, là, s'il était bon pour jouer comme défenseur central il y a une semaine, il est bon aussi pour jouer 60 minutes c'est ça à peu près qu'il a joué Silva comme milieu central. Donadel aurait pu donner 60 minutes là, à ce poste-là. Là, là, les joueurs qu'on a, faut les faire jouer à leur vraie position. Tout à fait. Pour éventuellement que ça serve au mois de juillet, puis pas pour les séries, mais bon, pour construire cette équipe-là. Je suis d'accord avec toi. Simon Limoges, t'as une dernière petite question. Simon nous demande, c'est toujours le fameux débat, à chaque fois qu'on perd, on parle du FC Montréal. Puis toi, t'es notre expert FC Montréal. Ben oui. La possibilité de voir le club réserve évoluer en PLSQ. Il paraît que le président serait un peu ouvert à cette éventualité-là. Est-ce que ça serait une façon moins chère d'avoir une équipe réserve? En théorie, je pense que oui, mais en même temps, est-ce que cette ligue réserve va aider aux joueurs à se développer, à être meilleurs? C'est ça la question. C'est une question, est-ce que tes jeunes, tu peux les bonifier pour qu'ils soient prêts pour l'équipe première? Parce que tu n'auras pas toujours des ballots, désolé de me répéter. Donc ceux qui sont pas des ballots tabla et qui ont besoin de temps de jeu, de se développer, de jouer les quelques minutes pro en réserve, trouve cette ligue-là. Si cette ligue s'appelle la USA avec l'Ottawa, c'est parfait. Si c'est la PLSQ, pourquoi pas, mais c'est une question de minutes de jeu et de rehausser ton niveau. C'est tout. C'est une façon il faut que ce temps de jeu puisse raccourcir le fossé entre ce dont le joueur a besoin en termes de jeu et de qualité de temps de jeu
et entre ce que le club recherche de ce joueur-là en termes d'amélioration pour se joindre à l'équipe pro et lui proposer un contrat pro éventuellement. Donc, c'est ça le fossé qui doit être raccourci, qui doit être éliminé. Maintenant, FC Montréal, c'était parfait pour ça. On est trop obsédé par le coût d'une équipe réserve, puis on essaie de lui trouver une situation idéale. C'est pas l'enjeu premier, c'est pas le coût, là. L'enjeu premier, c'est quoi? Comment faire pour faire progresser un joueur qui sort de l'académie. Tu sais, quelqu'un comme Vincent Lamy, là, en U19, là, qui est en train de détruire là, le U19, il y a 20 buts. C'est quoi le prochain step pour lui? Est-ce que c'est de le faire jouer en PLSQ? Non, pas pantoute. Non. Est-ce que c'est de le faire jouer avec le Fury? Pas nécessairement. S'il joue pas là-bas, il faut lui trouver la meilleure place possible pour lui. Exactement. Et puis regarde, ça se passe bien pour Crépeau et Meilleur Giguère depuis quelques matchs. Ça joue. Oui, et ça peut prendre plus qu'une saison, c'est pas grave. Oui, puis il faut pas. Et quand on parle de jeunes et développement, le mot-clé, c'est le temps. C'est une question de temps. Encore une fois, les ballots, là, ça arrive pas souvent. Et pour le reste, c'est une question de temps. Non, mais c'est tout. Oui, puis on voit même les joueurs que l'Impact a repêchés. Tu te souviens de Del Piccolo, je crois, son nom? Oui. C'était un joueur. Il va super bien en USL. Là. Oui. Il est capitaine de son équipe, tout ça. Est-ce que ces gars-là, il faut trouver une façon de bonifier de l'interne notre équipe. On pense trop au recrutement, puis on ignore complètement le volet nord-américain. La USL là, doit devenir une partie de la réponse de l'Impact de Montréal à moyen terme. Je suis d'accord. Il doit être capable de garder... Reggie, est-ce qu'avoir un Reggie, si on avait un Reggie sous contrat, est-ce qu'on ferait appel à lui aujourd'hui? Ben oui. Masta, est-ce que c'est normal qu'il s'est retrouvé à Salt Lake City après une saison en pleine réussite? En Colorado, oui. C'est vrai, c'est pas normal. C'est tous ces éléments-là. Tu sais, oui, c'est pas sexy, là. Tu sais, on parle pas de Torres, on parle pas de Rooney, mais c'est avec tous ces joueurs-là qui va faire en sorte que Montréal ne va pas tomber dans des bas-fonds comme ça, qui vont pas piquer complètement dans les bas-fonds dans des moments si problématiques que là. Il faut avoir plusieurs éléments en place. Et ces éléments-là, c'est à Montréal lui-même de se les construire. L'académie, c'est la façon de le faire. Mais le dernier volet a l'air tellement compliqué. Ils sont tellement déchirés entre les options. Eux-mêmes, ils doivent pas encore savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire avec les joueurs de l'académie. Exactement. Puis il faut aussi poser cette question à Philippe Lafroy, comment lui verrait le futur de leurs gradués et le meilleur moyen pour eux de se développer rapidement et de vraiment raccourcir le gap entre l'académie et être pro, ou du moins être considéré par l'équipe pro et pour qu'ils reçoivent un contrat ou pas. Je pense que c'est comme tu as dit, Nilton, c'est un très bon point ce que tu as dit avant, puis c'est exactement ça. Trouve la façon de le faire, que ce soit cost-effectif, tant mieux, et c'est important que tu aies un bon filon, un bon nombre de joueurs sur lesquels tu peux te dépendre et considérer pour bonifier ton effectif. C'est tout. Voilà. C'est là qu'on est rendu. Et voilà, on se voit en juillet. C'est ça qui sort. Oh là 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 là. Non, mais ça va se replacer. Non, oui. Ça va se replacer. Il peut pas être pire que ça. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il continue à perdre des matchs. Donc, c'est ce qui arrive déjà, donc c'est pas grave. Bon, ben, sur ce, merci Nilton. Ben, merci à toi, Sofiane. Merci à tout le monde d'avoir posé ces questions et d'avoir participé aux évaluations et de continuer à supporter. Donc, merci encore à tous nos patrons sur patreon.com/Cannes Football Club pour nous supporter financièrement via notre campagne de sociofinancement. Et puis, on se voit tous à la prochaine fois. Bon match contre le Houston Dynamo et bonne semaine. On va clairement se tweeter, se facebooker pour continuer de parler de l'Impact de Montréal en espérant qu'il n'y ait pas une annonce d'une conférence de presse imminente le lundi matin ou le mardi matin. Non. Entre-temps, donnons-nous de l'amour entre nous sur Twitter. Exactement. Peace and love à tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.